On va évoluer. Comme je le disais, il y a eu des... Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été contactés, j'ai été contacté pour me signaler. On dit, Monsieur Babila, nous vous écrivons pour attirer votre attention sur un fait inédit. Les nouvelles recrues de la fonction publique guinéenne sont victimes d'injustice, en ce sens que pour le mois de juin 2025, donc qui vient de se terminer, nos salaires, donc leurs salaires, ont subi une réduction par le fait que sur nos bulletins de salaire, il y a eu une baisse de la valeur monétaire. Par exemple, sur les bulletins des nouveaux fonctionnaires de la hiérarchie A1, la valeur monétaire était de 1323. Malheureusement, cette valeur monétaire de 1323 a été réduite à 1270 sur le bulletin de salaire du mois de mai 2025. Il n'y a eu aucune communication, aucune information. Lorsqu'on m'a donné, on dit ce qui a conduit, parce que ça a une incidence automatiquement sur le salaire, ce qui a automatiquement conduit à une réduction de nos salaires. Le plus étonnant est que cette réduction de la valeur monétaire, donc du salaire, ne concerne que les nouveaux fonctionnaires, alors que sur le bulletin des autres fonctionnaires, il n'y a eu aucune réduction. Donc les nouveaux fonctionnaires, donc on va dire les 8000 qui ont été recrutés, réduction de salaire, réduction de la valeur monétaire, donc une incidence sur les salaires. Cette réduction est intervenue sans aucune notification. Le montant qui a été, et j'ai demandé à avoir des preuves, on m'a envoyé des bulletins, je vois ici les ministères, je ne vais pas nommer les ministères, et je vois effectivement la hiérarchie A1, à la date du premier, à la date A1, 01, 6e mois, donc indice c'est donné, la valeur c'est 1270, alors que la valeur était de 1323. La valeur monétaire était de 1323. Ils ont réduit sur le bulletin de salaire du mois de juin pour en faire 1270. Ce qui fait que le salaire qui était de 3 millions, un salaire de 3 millions 30 000 et quelques, est revenu à 2 millions 800 000 et quelques. Un salaire de 3 millions et quelques est revenu à 2 millions 800 000 et quelques. Et donc, il y a, par exemple, si on fait le calcul, il y a certains bulletins ici, j'ai constaté, c'est 76 776 francs qui ont été réduits de certains bulletins de salaire. Si on fait le calcul, par exemple, 76 000, si c'est tous les nouveaux fonctionnaires, on prend 8 000, et ce n'est pas que ça, il y a eu des engagements, je vais dire frauduleux, à la fonction publique. Je vous ai présenté un arrêté l'autre jour qui a engagé 176 fonctionnaires qui n'ont pas passé par le concours. Vous avez vu, je vous ai présenté ça il y a quelques jours, quand j'étais en instance de voyage. Je vais essayer de... où est cette machine-là? Je ne l'ai pas. Elle est où? Elle est où? D'accord? Non, c'est pas ici. Elle est où? C'est où? Vous pouvez m'aider à faire le calcul? Si on multiplie 76 000 francs guinéens par 8 000 personnes, on fait une simulation. Ça va faire combien? On fait une simulation parce que je ne retrouve pas la calculatrice. 76 000 francs guinéens. Vous pouvez m'aider à me communiquer le chiffre. Je suis en train d'utiliser tous les appareils à la fois. D'accord? 76 000 fois 8 000. Vous faites le calcul, ça nous donne combien? Oh, personne n'est là pour m'aider. Et ça fait 608 millions. Donc, si par exemple on a procédé au prélèvement de 76 000 francs guinéens sur les salaires des 8 000 fonctionnaires qui viennent d'être engagés, ça fait 608 millions. Donc les 608 millions, peut-être c'est pour permettre de payer d'autres fonctionnaires, je ne sais pas. Et même le virement qui a été fait le premier. Encore, les paiements de salaire se faisaient avant la fin du mois. Mais le mois de juin a été payé le 1er juillet. Le mois de juin a été payé le 1er juillet. Et quand ça a été payé, merci là-bas à Cœur Nord de Canada, c'est ce que je venais de dire, 608 millions.
le mois de juin a été payé le 1er juillet. Et même ça, il y a eu des fonctionnaires, on leur a dit que leur salaire a été viré à la banque, mais ils ne sont pas entrés en possession de leur salaire. La banque, leurs banques les ont notifiés qu'ils n'ont pas encore reçu le message de transfert des fonds pour le paiement des salaires. Après, on dit que c'est la refondation, que le pays est en train d'avancer. L'économie est performante, on chante des exploits inédits, extraordinaires du CNRD, de la transition en cours, pendant que la situation économique dégringole tous les jours, les populations se retrouvent dans des difficultés. Et ce qui m'amène à étendre justement la situation à cette crise de liquidité. Et j'ai même quelques questions, puisque le gouverneur dit le problème est là, mais il a voulu faire dans un jeu sémantique, une analyse sémantique face à un problème réel. Et j'ai tenu donc à faire un questionnaire que je pose au gouverneur de la BCRG. Des questions donc à l'endroit de monsieur le gouverneur qui a affirmé qu'il n'y a pas de crise de liquidité en Guinée, mais seulement une crise de biais, précisant que les personnes bancarisées ou utilisant les moyens électroniques n'ont pas de problème. Alors que quand ils vont au guichet, que ce soit au niveau des GAB, donc guichet automatique des banques, que ce soit au niveau des kiosques Orange Money, Mobile Money, que ce soit n'importe quelle autre société de transaction ou qui évolue dans la monnaie électronique, ils viennent pour faire des retraits, ils n'ont pas accès. Figurez-vous, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont des malades, qui ont des patients à l'hôpital, qui doivent, les ordonnances sont établies, on leur demande d'aller payer, d'aller acheter les produits à la pharmacie. Ils vont dans les kiosques Orange Money pour faire des retraits, impossible. Ils vont à la banque pour faire des retraits, impossible. Que deviennent ces malades, ces patients qui attendent les médicaments pour espérer avoir la guérison? Que deviennent ces gens-là? Pour ceux d'entre nous qui n'aiment pas la liquidité, vous avez vos femmes qui doivent aller faire le marché pour le quotidien, vous devez acheter tout, la popote, le riz, etc., etc. Vous donnez chaque matin, les dépenses sont données en liquidité. Comment vous faites pour vous acquitter de cela? Et après on dit, l'argent est là-bas, que la liquidité est là-bas, que les biens, ce sont les biens qui se font rares. Mais à quoi sert d'avoir un compte en banque bien garni si on ne peut pas se servir de son avoir en temps voulu pour faire face à ses besoins? À quoi sert? On dit que vous avez l'argent, mais vous ne pouvez pas dépenser. Il dit pourtant, voilà, donc moi je dis pourtant sur le terrain, les citoyens, y compris ceux disposant des comptes bancaires ou d'argent mobile, Orange Money, Mobile Money, etc., etc., n'arrivent plus à accéder à leur argent, à effectuer des retraits, ni même à utiliser normalement les canaux électroniques dont la finalité reste souvent le retrait d'espèces. D'accord? Et il y a quelques semaines en amont, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait reconnu cette crise de liquidité tout en invitant les opérateurs économiques à déposer leur argent à la banque. Quelques moments après, c'est le gouverneur qui vient le contredire. Lui aussi, le Premier ministre, vous remarquez se faire ridiculiser de plus en plus par les autorités qui n'ont visiblement aucune considération pour la fonction qu'il incarne. Il a tenu des déclarations qui ont été contredites par le ministre et secrétaire général de la présidence. Donc il s'est fait démentir par le ministre et secrétaire général. Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal aussi, l'a démenti sur certaines de ses déclarations. Et maintenant, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui tente également de le démentir sur d'autres déclarations qu'il a tenues quelques semaines avant. D'accord? Maintenant, les questions que moi j'ai eu à formuler, que je renvoie justement au gouverneur de la Banque centrale. Où est-ce que j'ai mis ces documents-là? Oh là là, attendez, il ne faut pas que je perde. Voilà. Alors, j'ai posé ces questions-là sur LinkedIn, je voulais en faire une tribune. J'ai dit, si ce n'est pas une crise de liquidité, pourquoi les Guinéens ne parviennent-ils pas à retirer leur argent en espèces, même après des virements ou transactions numériques? Il y a des gens qui ont même acheté des parcelles aujourd'hui
tu émets des chèques, ils peuvent pas, les clients ne peuvent pas encaisser, tu fais des virements, ils ne peuvent pas retirer. Quel que soit le moyen que tu utilises aujourd'hui pour avoir 5 millions à la banque, c'est tout à fait des problèmes. Et vous avez votre argent bloqué à la banque, vous ne pouvez pas y accéder. Il y en a qui voyagent, il y en a qui ont des investissements à faire dans le cadre de leur activité en tant qu'opérateur économique, en tant qu'entrepreneur et tout ça. Ceux-ci se trouvent être bloqués à tous les niveaux, ils ne peuvent pas accéder à leurs fonds. Est-ce que cela renforce, n'est-ce pas, la méfiance ou ça renforce la confiance? Donc j'ai posé la question, s'il vous plaît, c'est... Ah ouais, ok. J'ai posé, donc s'ils ne peuvent pas accéder à leur argent, donc j'ai posé cette question en espèces, même après des virements ou transactions numériques. Deuxième question, quelle est la différence concrète entre une crise de biens et une crise de liquidité pour les citoyens? Pour ceux qui n'ont pas accès à l'argent physique, est-ce que la distinction crise de liquidité est différente de crise de biens a un sens pour ces populations-là? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accéder à leur argent en physique. L'autre question, quelles sont les mesures concrètes mises en place pour faciliter l'accès des citoyens au paiement électronique, alors que les infrastructures restent limitées et souvent même souvent dysfonctionnelles parce que tout simplement la finalité c'est la liquidité. Ils n'arrivent pas à obtenir ça au niveau des kiosques électroniques. D'accord? Comment, je dis pourquoi les transactions électroniques Orange Money, MTN Mobile Money sont-elles aussi bloquées ou limitées dans leur capacité à délivrer du cash aux populations? Comment peut-on promouvoir la dématérialisation alors que même les fonctionnaires, commerçants, les clients lambda, bref, la majorité de la population ne peuvent pas convertir leur argent numérique en biens physiques? Impossible. D'accord? Et l'autre question, ce sont les promesses. Le gouverneur a annoncé qu'il y aura 500 milliards de francs guinéens au mois d'août qui arrive, donc ça veut dire on fait le mois de juillet là dans la même galère, il y aura 500 milliards et 1500 milliards en septembre. Et j'avais annoncé tout ça, qu'ils ont commandé des biens qui doivent arriver. Mais le temps de la commande et la livraison, ça prend minimum 6 mois. Et j'avais annoncé tout ça dans des lives ici sur ma page. Tout le monde est témoin de ça. Des mois avant aujourd'hui. Des mois avant aujourd'hui. Et donc, j'ai posé la question. Et donc, 1500 milliards plus tôt, au mois de septembre, et entre 600 à 700 milliards au mois d'octobre. Donc, il a annoncé que ces biens vont arriver. On pose la question, ces montants proviendraient-ils de la planche à billets, des prêts ou des recettes douanières? Et dans quelle mesure ce flux de billets résoudra-t-il la crise à court terme, alors qu'on est confronté à des difficultés? Donc, les populations doivent croiser les bras, attendre que de nouveaux billets arrivent au mois d'août. C'est ça? Et à chaque fois qu'on parle, ils ne veulent pas. Ils sont en train de nous démentir ou tenter de nous démentir. On est en train de nous traiter de tout. Mais le temps finit malheureusement par nous donner raison. Moi-même, je ne veux pas avoir raison sur certaines choses. Je veux que les autorités surprennent la population pour amener cette population à ne plus me croire sur mes propos ou à ne plus croire en ces gens qui disent la vérité. Mais très malheureusement, quelles que soient les manœuvres qu'ils font, la vérité finit par s'imposer que ce que nous avions déclaré, c'est ce qui se trouve être la vérité. Malheureusement, pour eux. Et donc, j'ai posé la question, y a-t-il un plan clair de répartition de ces liquidités dans le réseau bancaire rural et urbain pour soulager tous les citoyens quand l'argent là va arriver? On a braqué 21 milliards entre Kindia et Mamou. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où sont partis les 21 milliards. Et ce qui nous a été rapporté par rapport à cette histoire de 21 milliards, je n'ai pas voulu mettre ma bouche dedans parce qu'on ne m'a pas donné de preuves, mais ces personnes qui m'ont contacté disent avoir la certitude que c'est une véritable mafia qui a été organisée parce que c'est incompréhensible, c'est inadmissible qu'on braque un véhicule de convoi de fonds entre Mamou et Farana, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de témoins, que le véhicule qui transportait... En fait, dans la facilité, on ne retrouve ni le véhicule, ni les auteurs.
alors que c'est des agents de sécurité étaient censés convoyer, ou en tout cas étaient en train de convoyer ces billets de banque. Voilà un peu des tas de questions qu'on se pose autour de cette histoire. Et au-delà de ça, il y a d'autres questions que nous posons. Pourquoi la Banque centrale n'a-t-elle pas anticipé cette pénurie de billets, comme le gouverneur lui-même l'appelle, alors que les besoins de liquidité augmentent généralement à l'approche non seulement de la rentrée scolaire, des fêtes, mais aussi des récoltes, etc. etc. D'accord? Surtout au retour des pèlerins, il y a énormément de dépenses pour l'achat de tous les besoins sur le marché, les faire voyager à l'intérieur du pays, dans tous les villages. Donc, tout le monde a besoin de liquidités. Pourquoi ils n'ont pas anticipé sur cette crise qui se trouve à la figure de tous les citoyens, toute la population guinéenne? L'autre question qu'on pose également, est-ce que la situation actuelle est-elle aussi liée à la mauvaise gestion des flux monétaires ou à une surréglementation des sorties d'argent des banques commerciales? Non, ce n'est pas surréglementation, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion parce que tout simplement, ils ont pris de la liquidité en quantité, des milliards, ils ont donné à des farfelus, à des moins que rien, à des propagandistes qui ne peuvent pas investir cet argent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encaisser ces liquidités-là, ces montants-là à la banque, parce que tout simplement, ils vont être amenés à justifier. Et même eux, les cadres de l'administration, donc qui sortent de l'argent indûment, donc qui volent des ressources publiques, ils ne peuvent pas encaisser ces montants-là à la banque. Ils sont obligés de les convertir en devises ou de les garder à la maison. De les garder à la maison. Donc, les milliards et milliards de francs guinéens sont aujourd'hui bloqués dans les maisons. Mais qui sont ceux qui les détiennent? Ce ne sont pas des citoyens lambda, non. Eux, ils vivent au jour le jour. Il faut même dire, ils survivent au jour le jour. Ce sont les nantis, les autorités du moment, qui ont tout à leur portée de main. Et ce sont tels, justement, qui disposent de la grande quantité de ces liquidités qui se trouvent être confisquées au détriment de la circulation judiciaire. D'accord? L'autre question que j'ai eu à poser également, c'est sur l'impact économique et social. Quel est l'impact de cette rareté de cash sur les PME, sur les commerçants, les agriculteurs et le secteur informel? Tout le monde est bloqué aujourd'hui. Tout le monde a des difficultés. Même nos mères, nos mamans qui vont dans les marchés, qui font le commerce des condiments, sont confrontées à ces difficultés-là aujourd'hui. Qui avaient commencé à faire des épargnes dans les Orange Money ou qui avaient ouvert des comptes d'épargne dans les banques primaires, et n'ont plus la possibilité d'accéder à leur argent. Et figurez-vous, les réserves obligatoires des banques primaires, plus de 5 000 milliards qui étaient détenues à la BCRG, ont été décaissées depuis il y a longtemps, ont été utilisées par le gouvernement de transition. Sans compter justement les bons de trésor qui se chiffraient à plus de 800 milliards de francs guinéens en 2022, comme l'avait annoncé à l'époque le ministre Moussa Sissé. Et tout ça se passe, ils sont en train de vanter qu'ils sont en train de faire des performances extraordinaires, que la Guinée est en train de se développer, ils sont en train de faire des choses que d'autres n'ont pas pu faire. On se pose la question, c'est-à-dire, je me demande, vous vous vantez d'une performance, c'est comme si un cultivateur qui dit qu'il est un grand cultivateur alors que sa famille a faim. Un agriculteur qui dit qu'il est un grand cultivateur, mais sa famille a faim, sa famille n'a pas le repas du jour. Vous dites que vos récoltes ont donné. Ah oui, j'ai cultivé 1500 hectares de riz, mais votre famille va au marché pour acheter le riz. La récolte est faite, que votre récolte a donné, mais votre famille achète du riz sur le marché. C'est paradoxal quand même. C'est paradoxal. Ouya-lali. Le mensonge s'écroule toujours. Ça ne peut pas tenir, ça ne peut pas. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge, ça ne peut pas. Vous pouvez mentir pour un moment, pour un temps. Mais au finish, votre mensonge vous rattrape toujours. C'est indéniable. C'est une vérité absolue. Il faut se le dire. Qu'ils veuillent entendre cela ou pas, mais c'est une vérité. Dites la vérité. Vous n'êtes pas capable de quelque chose, dites la vérité.
Des gens, des autorités qui n'ont jamais été préparés un seul jour à gouverner une nation, à diriger un pays. Par le fait de l'accident du destin, qui se retrouvent aux commandes et qui écartent tous ceux qui ont de la valeur, tous ceux-là qui pouvaient apporter un plus, qui pouvaient maquiller leur incompétence, leur médiocrité, qui pouvaient leur donner de la chance de réussir dans leurs rêves, de réussir dans leur ambition, malgré qu'ils n'ont ni les compétences, ni le niveau d'instruction, ni les relations. Ils n'ont aucun moyen pour procurer au peuple de Guinée le bien-être tant attendu, le bien-être auquel nous aspirons. Mais vous aviez la chance de réussir si seulement vous aviez accepté de vous servir des compétents, des hommes d'honneur, des hommes de valeur, pour vous aider à masquer vos incompétences, à masquer, n'est-ce pas, disons, votre amateurisme, à masquer toutes vos insuffisances, vos limites, pour vous donner du succès. Ça allait être ça allait vous faire honneur. Vous seriez glorifié de cela aujourd'hui. Mais vous êtes limité, vous épousez des hommes limités également, des incompétents qui sont promus, qui sont valorisés. Des jeunes qui ne faisaient absolument rien. Et puis on dit que c'est la promotion de la jeunesse, c'est la jeunesse qui est au pouvoir. Une jeunesse incompétente, une jeunesse malhonnête, jeunesse cupide, jeunesse irresponsable, jeunesse sans vergogne, pas de vertu, pas de probité, qu'il faut s'enrichir. Où allons-nous? Peut-on construire un pays dans ça? Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas épouser la médiocrité et aspirer à la réussite. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de l'amateurisme, de l'incompétence, n'est-ce pas, ton compagnon, et avoir l'ambition de faire des grands résultats. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de l'affinité, une pratique de gouvernance, et espérer avoir des résultats probants pour le bien-être des populations. Ce n'est pas possible. Il faut se dire la vérité. Donc, il y a lieu de se poser la question, comment le gouverneur de la BCRG explique-t-il la perte de confiance des citoyens vis-à-vis des systèmes bancaires et des solutions électroniques aujourd'hui? Comment il explique ça? Parce que ces banques-là, leur crime, ce n'est pas autre chose. Elles ne sont pas capables de répondre à la demande des citoyens. C'est-à-dire, on vient pour retirer notre argent, on ne peut pas accéder à notre argent. C'est la raison. Donc, il ne suffit pas de dire ce n'est pas une crise de liquidité si les citoyens, les entreprises et même les institutions sont incapables d'avoir accès à leur propre argent. C'est quoi? C'est quelle crise ça? C'est quelle crise ça? Il faut se poser la question. Ça, c'est l'autre sujet. On finit ça. On vient à un autre dossier. Je pose la question. Vous avez vu un document récemment du ministère de la fonction publique qui annonce le recrutement des DRH, un appel à candidature. Vous l'avez vu? Dites-moi en commentaire si vous avez vu cette note-là qui annonce le recrutement des DRH dans les ministères. Dites-moi dans les commentaires. On va évoluer, vous allez comprendre. Ça y est. Oh, ces documents-là, où est-ce que j'ai mis ça? En tout cas, vous avez vu ces documents-là. Laissez-moi rechercher encore. On a annoncé le recrutement de DRH au niveau de la fonction publique. Mais je pose la question là aux juristes. Comment on peut annoncer un recrutement au niveau de la fonction publique pendant que pour le recrutement des DRH, alors qu'il y a des fonctionnaires qui sont à ces postes déjà dans les différents ministères. Dans tous les ministères, il y a des DRH, des directeurs des ressources humaines.
Maintenant, ceux qui veulent recruter maintenant, c'est pour, sur la base de quelle loi, c'est pour servir où et comment? Alors qu'il y a des directeurs de ressources humaines dans les départements. Je me pose vraiment cette question, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que les juristes peuvent nous aider sur la foi, n'est-ce pas, de la loi qui fonde la fonction publique, la loi sur la fonction publique. Voilà, appel à candidature interne au sein de l'administration publique. Le ministère du Travail et de la fonction publique a pour mission de la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du travail, de la fonction publique, de la protection sociale des travailleurs et d'en assurer le suivi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur, ils ont indiqué leur site. Dans le cadre de la valorisation de la performance au sein de l'administration publique, la Direction générale de la fonction publique lance un appel à candidature pour la section de fonctionnaires qualifiés dans la gestion des ressources humaines, poste à pourvoir, chef de division des ressources humaines, lieu d'affectation sur l'ensemble du territoire national, mission principale, tant, ils ont donné ces missions-là, et voilà, etc. Qualification et compétences, être titulaire d'un diplôme de niveau Bac plus 4 minimum en gestion des ressources humaines, droit, administration publique ou domaine équivalent, justifier une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans la gestion des ressources humaines ou équivalent dans le secteur privé, public, privé et mixte, connaissance, etc., mixte des lois portant sur l'organisation générale de l'administration publique, le code de bonne conduite de l'agent public et tout statut général d'agent de l'État, avoir des compétences managériales et de leadership, avoir des compétences techniques en conduite des sessions d'examen, etc., etc. Le dossier, l'acte d'engagement à la fonction publique, donc c'est le fonctionnaire qui postule. Il faut le dossier de candidature, l'acte d'engagement à la fonction publique, lettre de motivation adressée à Monsieur le ministre de la fonction publique, curriculum vitae, le CV détaillé, donc copie légalisée des diplômes, copie de la pièce d'identité, tout document justifiant l'expérience professionnelle pour postuler tant. Maintenant, dans tous les départements ministériels, moi je pose la question, que ce soit au niveau de l'administration centrale ou au niveau des services déconcentrés et décentralisés, il y a des directeurs des ressources humaines ou bien il y a des chefs de division ressources humaines, chefs de section, je ne sais pas, ressources humaines, qui sont en poste, qui sont des fonctionnaires engagés. Si aujourd'hui on lance un appel à candidature pour recruter des DRH, donc des nouveaux responsables des ressources humaines, ça veut dire quoi? Au sein encore de la fonction publique, ça veut dire que tous les directeurs des ressources humaines qui ont été recrutés, donc n'étaient pas des directeurs des ressources humaines, n'avaient pas la compétence requise pour occuper ces postes. Tous ces directeurs des ressources humaines n'avaient pas les compétences requises pour occuper ces postes-là. Maintenant, tous ces directeurs, prenons les différents services, on prend les ministères, on prend les gouvernements, on prend les préfectures, et on prend les mairies et tout ça là, les directeurs des ressources humaines sur l'ensemble du territoire national, ou les responsables des ressources humaines sur l'ensemble du territoire national. Ça fait quand même des centaines de personnes, d'accord? Et donc, on remplace tous les anciens là, à quoi ceux-ci vont servir? Ceux qui ont été responsables des ressources humaines dans un ministère il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ils sont des fonctionnaires engagés. Ce ne sont pas des prestataires, ce ne sont pas des contractuels. Des fonctionnaires engagés. On recrute d'autres responsables des ressources humaines pour les substituer ou en tout cas pour remplacer les anciens là. Pour quelle fin? En vertu de quelle loi? Et quel est l'objectif? Qu'est-ce qui motive ça? Voilà l'amateurisme et l'incompétence, à mon avis, c'est mon avis. Mais je demande quand même aux juristes. On peut nous expliquer ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ça. On passe là-dessus. On vient à quoi d'autre? Prise de liquidité, on en a parlé. Voilà. Au niveau du Hajj, ça va vous surprendre. Il y a un jeune sur la toile, il faut que je recherche son profil. La partie là acceptée, je vais expliquer un peu en malinqué. C'est un jeune qui est sur la toile, qui se fait appeler Karamo. Karamo, donc, je ne sais pas, il y a un religieux, un islamologue ou un prédicateur, je ne sais pas. Il est sur la toile quand même. Selon les informations que nous avions reçues,
Et le monsieur a dit avoir une agence de voyage pour le Hajj. Il y a des familles, donc une dizaine de familles, qui ont payé, qui ont versé les frais de pèlerinage de leurs parents à l'endroit de ce monsieur. Je vais vous montrer son profil sur Facebook. Le nom, c'est 5 minutes de rappel. C'est son profil sur Facebook. 5 minutes de rappel. C'est lui qui est là. C'est sa page Facebook. Ce qui m'étonne d'ailleurs, vous partez sur sa page, que c'est un islamologue, c'est quelqu'un qui prêche l'islam, mais il est en train, voilà, il va jusqu'à poster les photos des insulteurs publics. Il dit merci aux soldats volontaires. Bon, tous ceux qui sont sur cette image n'insultent pas, ils ne sont pas tous des insulteurs. Il y en a qui font des propagandes pour le CNRD, mais tous ne sont pas des insulteurs publics. Mais il y en a des insulteurs attitrés qui sont ici sur ces images-là. Et c'est aujourd'hui qu'il a publié ça. Après que moi j'ai tenté, il est à la Mecque, hein, j'ai tenté de l'avoir pour avoir sa version des faits. Voici les messages que je lui ai laissés. Donc il dit avoir une agence de voyage. Le prix qui a été fixé pour le Hajj, c'est 54 millions 800 000, c'est ça? 54 millions 800 000. Si je ne me trompe, hein, peut-être 54 millions 600 ou 800, ça doit être ça. Mais ces familles qui ont témoigné à mon niveau disent avoir payé 60 millions. Ces familles disent avoir payé à quelqu'un qui s'est dit religieux, qui veulent faire voyager les gens à la Mecque. Le prix qui est fixé et qui a été payé dans toutes les agences de voyage, c'est 54 millions 800 000. Et lui, il fait payer à des familles 60 millions de francs guinéens. Les familles payent les 60 millions. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils ont envoyé ces familles-là en Côte d'Ivoire que pour avoir le monsieur, je crois qu'il s'appelle Soirée. Il doit être Soirée. Attends, c'est ça? Attendez, je vais voir c'est quoi son nom. Permettez s'il vous plaît. Parce que je lui ai laissé des messages. Pour avoir sa version des faits, il n'a jamais daigné me répondre. Et je vais vous faire écouter ces messages-là également. C'est le premier message que je lui ai envoyé. Mamoudou Babila Keita, journaliste. Comment que, salam alaikum. Tante, Netole Mamoudou Babila Keita, journaliste lundi. Et effectivement, il y a un ben, il a tadé men nakolo nyakeni alla kundala. Parce que mon chaman baran voulait à Konyama quoi, maintenant mon lieu yindo. Donc il fait qu'il mène qu'à ole nyama pour que la famille allait sur ma quoi. Merci. Il m'a pas répondu. Je l'ai appelé, il m'a raccroché. Le deuxième audio. Comment que? Salam alaikum. Et nous coché l'image na flanan kefana. Albisa Babila Keita, journaliste. Tu m'as regardé tomber. Anali ala men sorona ikan kabe nina igilata koma igilata demo damando mentana ibulu fara montagne na alkamen na visa ko nyabo Côte d'Ivoire famfe na ko nyamini albisa ko serinya talla lirela ijiko fanan ke flamflando kaban fana wodi memina nigi udi kuro différence me woni prix normal te albisa niveau calblali ma wole ko son pour que i ta fan parce que ni ko dona mo flate y fan fla la main quoi donc men wodi mina men na mon woni gi ambra wala men ile men na wodi mina la ka fo kuidal la way gi la la ko ile men bulan nay i contacter la pour que qui fana na version na men mais forcité diaboyate foslete ni ikan jabi alhamdulillah ni man jabi fana alhamdulillah makun ka jabi bo kuma fana ka jabi bo quoi mais albisa mettre en démarche pour que kol tamini nyamen kan ni kalima ne bolo ka kiku ni wole kiku ye jabi duma pour que ka famu ali so ni ko nyama parce que nous to kuma la koka c'est un sujet qui m'intéresse voilà merci beaucoup. Donc, je lui ai posé ces questions, il ne m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Mais quand on vous dit que les responsables doivent servir dans l'exemplarité, si à la présidence on a fait payer 60 millions, plus de 60 millions à des citoyens pour le Hajj, pour aller au pèlerinage,
Si des citoyens comme ça, des individus se permettent d'escroquer ou en tout cas de prendre 60 millions avec des citoyens, qui les a inspirés? Ce sont les autorités au haut niveau. À la présidence, ils ont pris 60 millions. Alors que le prix que les autorités elles-mêmes ont fixé, le prix qu'elles ont fixé, c'est 54 millions 800 000. Maintenant, à la présidence, les gens ont payé 60 millions, 65 millions, 70 millions. Eh bien, lui aussi, qu'il est religieux, il est tout le temps sur Facebook en train de faire des prêches, en train de parler de l'islam et tout. Mais ces derniers temps, il est dans la propagande du CNRD, une manière de se couvrir. J'ai remarqué quelque chose. Depuis que je lui ai envoyé des audios, il a su que je lui ai envoyé des audios, il est en train de faire, il multiplie des vidéos de propagande pour soutenir le CNRD. Il soutient les gens qui font les vidéos, qui font les propagandes du CNRD sur la toile. Il envoie d'autres vidéos où il fait la propagande du président de la transition, etc., etc. Une manière pour lui de se couvrir ou de se voiler, je ne sais pas. C'est lui qui est là, 5 minutes de rappel. Sa page s'appelle 5 minutes de rappel sur Facebook. Donc c'est ça. Il fait qu'il est religieux, il est karamoko, il est prêcheur, il est islamologue, je ne sais pas. Mais je me demande, tous ces gens-là, si notre pays les prêches doivent être interdites à certaines personnes dans ce pays-là. Il faut avoir de la moralité, il faut avoir de l'autorisation pour le faire. Et voilà, quelqu'un qui témoigne, 65 millions ils ont payé, son père n'a pas été à la Mecque. Et donc c'est comme ça. Ils ont pris 60 millions avec des pauvres familles, ils ont fait voyager ces gens-là vers la Côte d'Ivoire pour aller leur donner le visa là-bas. Des pèlerins guinéens, on les envoie en Côte d'Ivoire pour le visa. Et quel visa, figurez-vous, quel visa on leur a donné? C'est le visa de la Umrah. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire le pèlerinage. Ces gens-là vont à la Mecque, ils vont à la Kaaba, ils font tawaf là-bas, donc ils font le tour de la Kaaba au compte de la Umrah. Et j'apprends ce qui m'a été dit, depuis après la Umrah, c'est-à-dire les rites qui entrent dans le cadre de la Umrah, depuis après ça, ces pèlerins-là, ces candidats au Hajj, ont été retournés dans les hôtels jusqu'à la fin du Hajj. Ces gens-là étaient dans les hôtels. Par contre, lui, il dit que ces gens-là ont fait le pèlerinage. Non, ils ont fait le pèlerinage. Dieu merci, ils ont fait le pèlerinage. Alors que les visas qui leur ont été donnés, c'est des visas j'ai même des audios de lui, hein, il raconte des choses. Et ces gens-là, ils se trouvent, les pèlerins, le dernier convoi doit rentrer maintenant. Les pèlerins là se trouvent être bloqués à la Mecque. Comment retourner dans leur pays? C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent d'autres. Et ce sont ces gens-là qui se disent religieux. Vous comprenez ça? Et ce sont ces gens-là qui sont sur la toile en train de parler de Kalallah ou Kala Rasulullah. Dieu a dit, le prophète Mohammed a dit, paix et salut sur lui. On est dans quelle société? Et quelqu'un qui se dit religieux, qui tombe dans la propagande et qui dit même, quelle que soit la manière pour un président quelle que soit la manière par laquelle le CNRD est venu au pouvoir, il faut les soutenir. Et il est dans la propagande. C'est-à-dire l'islam, je ne sais pas, c'est un homme égaré en fait à mon avis, qui se sert de l'islam. Prenez 60 millions alors que le prix officiel c'est 54 millions. Envoyez ces gens en Côte d'Ivoire pour avoir le visa, on leur donne des visas de Umrah. Et j'ai tout fait pour qu'il témoigne, pour qu'il nous donne sa version des faits, il ne répond pas. Il écoute mes audios, il ne répond pas. Et il est en train de raconter des arguments à ces gens-là. Ces vieilles mamans-là, ces pauvres dames-là, se trouvent être bloquées à la Mecque. Comment rentrer au pays? Et d'ailleurs, pour la plupart, selon ce que nous apprenons, n'ont pas fait le Hajj. Ils ont payé, leurs enfants ou leurs familles ont payé les 60 millions. On les envoie tourner autour de la Kaaba, ils vont faire les photos, ils vont les acheter, par exemple, les accoutrements de Hajj, El Hajj ou de Hajja. Et après, ils vont rentrer en Guinée, on dira qu'ils ont fait la Mecque ou bien ils ont fait le Hajj. Et ça, c'est par le biais de ceux-là qui se font appeler religieux. C'est dommage. Tout ça doit s'arrêter. Sur la nouvelle constitution. On s'arrête là maintenant. Signalez-moi si on en a fait trop, hein, parce qu'il y a eu le témoignage de M. Nabé.
On s'arrête là maintenant. Dites-moi si on va terminer sur la nouvelle constitution. Parce que j'ai fait une plume là-dessus. Et cette plume, vous pouvez la lire sur ma page. Qu'on continue. On s'arrête là où on continue. Non, Babila, c'est des temps pour... Ouais. Donc, qu'on continue. Donc, c'est sur la nouvelle constitution maintenant. Il y a... Et la Guinée, vous allez avoir des choses, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. Je recherche ce document-là. On va voir ce document. Dans la nouvelle constitution, on ne va pas tout lire, on vient sur certaines dispositions, notamment l'article 195, on dit la présente constitution ne peut être invalidée ou suspendue par une quelconque déclaration. Toute déclaration ayant pour objet la suspension ou l'invalidation de la présente constitution est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature et les motivations de ses auteurs, c'est-à-dire le CNRD qui est venu par coup d'État, qui a dissous dans tous les pays où il y a eu... coup d'État, on dit par exemple suspension de la Constitution. On suspend la Constitution, mais le CNRD a dit, ils ont dissous la Constitution guinéenne par coup d'État. Ils sont venus au pouvoir par les armes, donc à la suite d'un coup d'État sanglant. Malgré tout cela, les Guinéens, leur discours, le discours a rassuré les Guinéens, le discours a motivé les Guinéens jusqu'à aller légitimer le coup d'État, malgré les nombreux morts qu'il y a eu au cours des opérations de prise du pouvoir. Les Guinéens ont soutenu. Et ce sont eux-mêmes, c'est-à-dire que les braqueurs, qui proclament la fin du braquage, alors qu'ils sont dans l'anormalité, dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Ils ont braqué le pouvoir, ils disent désormais que plus personne ne doit braquer le pouvoir en Guinée. Ce sont eux qui ont braqué le pouvoir. Ils ont même tué pour ça. Ils ont suspendu la Constitution. C'est-à-dire le discours qui a été tenu le 5 septembre, que plus personne ne doit tenir ce discours, même si quelqu'un tient ce discours-là, que ce discours-là sera nul et de nul effet. Alors qu'il y a des textes. Il y a des textes même dans l'armée qui interdisent, c'est-à-dire qui disent carrément qu'ils sont les garants des institutions républicaines. Donc, en aucun cas, ils ne doivent procéder, ils ne doivent s'interférer dans le jeu politique. Mais très malheureusement, ce qui se passe, ou ce qui s'est passé le 5 septembre, tout le monde est témoin de ça. D'accord? Tout le monde est témoin. Nul ne peut nier. J'ai réussi même à me retrouver à quelques documents. Je vais essayer de retrouver ces documents-là pour vous lire le contenu, pour que tout le monde comprenne, pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Et c'est très dommage, c'est très dommage ce qui se passe, c'est très dommage. Qu'est-ce qui est dit là? Voilà, il a dit, attends, c'est pas ça. Par exemple, si vous voyez le règlement général de la discipline militaire, les statuts des militaires, vous voyez ces documents, aucun de ces documents n'autorise un militaire de prendre le pouvoir par les armes ou de procéder au renversement de l'ordre constitutionnel. Il est dit, il est écrit noir sur blanc que les autorités militaires ou l'institution militaire est soumise à l'autorité civile. Et ils se sont interférés dans le jeu politique. Il interdit aux militaires d'adhérer à des mouvements à caractère politique. D'accord? Par exemple, où est-ce que j'ai mis ces documents? Voilà, droit militaire, les droits du militaire. On dit les droits généraux. Le militaire jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution, dans le respect du statut général des militaires et des obligations particulières qu'il impose. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux
est soit interdit, soit restreint, comme fixé dans les articles suivants de la loi portant statut général des militaires. Article 7, restriction des droits d'expression, croyances religieuses et philosophiques. Article 8, interdiction d'introduire des publications nuisibles au moral ou à la discipline dans les enceintes militaires. Article 9, interdiction d'adhésion à des groupements ou associations à caractère politique. Quelle est la nature du CNRD? Le CNRD, c'est une association ou organisation à caractère politique ou quoi? Quelle est sa nature? Et donc, ou ethnique, ou encore régionaliste, interdiction des groupements professionnels militaires à caractère syndical et de l'adhésion des militaires à de tels groupements. Maintenant, on dit il est interdit aux militaires en activité d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, syndical, ethnique ou régionaliste. Le militaire demeure électeur. Toutefois, pour mener des activités politiques, il est tenu de présenter sa démission ou de bénéficier d'une disponibilité définie à l'article 75 du statut des militaires. C'est ce que ils viennent renverser l'ordre constitutionnel que désormais, qu'il n'y aura plus de coup d'État en Guinée. Ils ont proclamé ça. C'est-à-dire ceux qui ont fait le coup d'État interdisent désormais qu'il n'y aura pas de coup d'État, alors qu'ils sont en train de servir à leur seule et unique volonté, à leur désir, comme dans leur bon vouloir. D'autres sont frustrés par rapport à ça. Il y a des patriotes qui sont contre cette manière de faire parce que les engagements initiaux qui ont été faits le 5 septembre et les jours suivants ne sont pas en train d'être respectés. Eh bien, ils proclament la fin des coups d'État. Qu'il ne doit pas y avoir de coup d'État. Donc, n'importe quel groupe qui va se lever pour proclamer, disons, que la Constitution est dissoute, que ces déclarations seront nulles et de nul effet. Pendant ce temps, la charte de la transition que eux-mêmes ils ont imposée au peuple de Guinée, ils n'ont pas respecté leur propre charte, notamment les dispositions des articles 46, les articles 55 et les articles 65 de la charte de la transition. Ils n'ont pas respecté. Et ils ont violé leur propre constitution qu'ils ont écrit, leur engagement écrit. Maintenant, ils nous imposent une nouvelle constitution où ils disent que les coups d'État sont interdits, etc., etc. Alors qu'ils sont venus par coup d'État, les engagements qui ont été tenus, ils ne les ont pas respectés et ils veulent nous soumettre à leur dictat. Ils les imposent. Personne ne soutient les coups d'État. D'accord? Mais vous l'avez fait, on vous a soutenu, vous n'êtes pas en train de servir la bonne cause. Vous êtes venu par coup d'État. Laissez le choix là à l'ordre constitutionnel, quittez le pouvoir, tout simplement. Organisez les élections, respectez vos engagements, que le pays revienne à la normale. C'est tout ce que nous souhaitons pour notre pays. Mais le mal ne peut pas mettre fin au mal. C'est le bien qui guérit le mal. C'est le bien qui met fin au mal. C'est le bien qui guérit le mal. Mais le mal ne peut pas guérir le mal. Le coup d'État ne peut pas guérir, ne peut pas interdire le coup d'État. Un régime putschiste ne peut pas interdire les putschs. C'est un régime légal qui doit renforcer les institutions républicaines pour éviter, ou en tout cas pour éviter, faire en sorte que le peuple prenne conscience pour dire plus jamais ça dans notre histoire. C'est cela. Mais là où vous êtes, et j'ai appris ça à un moment donné, que voilà, vous êtes venus par la force, que ceux qui peuvent user de cette force-là aussi pour... Certains nous ont rapporté ça à un moment donné, qu'il y a certaines autorités du CNRD qui disaient qu'ils sont venus par la force. Et le ministre de l'administration du territoire même l'a dit, qu'ils sont venus par la force. Que vous vouliez ou pas, que tout le monde est obligé de les soutenir, de les accepter. Ceux qui ne veulent pas le faire, tant pis pour eux, selon le ministre. Mais ils sont là de gré ou de force ou de force, pas de gré ou de force. C'est le ministre de l'administration du territoire qui l'a dit. Et dans la même constitution, ils disent toute déclaration ayant pour objet la dissolution des institutions républicaines, des institutions de la République autrement que par les mécanismes prévus par la présente constitution est nulle et de nul effet, quelle que soit sa nature, les motivations donc de ses acteurs et les circonstances. Donc, c'est comme on disait, le CNRD a trouvé un discours pour motiver son coup d'État, quels que soient les motifs qui vont être invoqués, donc que ça n'a pas de sens. Donc le CNRD lui-même est conscient que son coup d'État n'a pas de sens.
que les raisons évoquées n'ont pas de sens, que le renversement de l'ordre constitutionnel n'a pas de sens, que la dissolution des institutions de la République de manière illégale n'a pas de sens, n'est pas normal dans une République. Ils sont conscients de cela, ils ont élaboré ça dans la nouvelle constitution. Mais pire que ça, il y a eu une déclaration où il est dit à l'article 73 que les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République en fonction dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat. Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le président de la République. L'article 74 dit « Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges, d'avantages matériels et financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par une loi organique. Cette disposition s'applique à toutes les personnalités ayant exercé les fonctions de chef de l'État. Les anciens présidents de la République jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. » C'est-à-dire, quel que soit le crime qu'un président commet au pouvoir, il bénéficie d'immunité pour ne pas être jugé. Mais la contradiction, ça c'est l'une des grandes contradictions dans cette nouvelle constitution. Dans la même constitution, il annonce la création de la haute cour de justice ou quoi là. Attendez, je vais retrouver cette partie également. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis cette image? Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. En fait, ça c'est une contradiction notoire dans la même constitution. Une constitution qui accorde l'immunité aux anciens chefs d'État de ne pas être jugés. Cette même constitution instaure la création d'une juridiction qui va s'occuper du jugement, qui va juger les anciens présidents. C'est paradoxal. C'est incompréhensible à mon avis quand même. Où est cette partie? Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. J'ai perdu ça dans mes documents. J'essaie de retrouver. Non, c'est pas ça. Attendez. Voyez-vous la contradiction? On dit que les présidents, les anciens chefs d'État bénéficient d'immunité, de l'immunité par comment dire, de la protection, donc de l'immunité. Ok? Et au même moment, ils annoncent, comment dirais-je, la création d'une autre juridiction. Les anciens présidents jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Quand un président tue en fonction, il ne doit pas être jugé. Quand un président fait la corruption, fait le détournement des deniers publics, un président dilapide nos fonds, un président se comporte mal, il commet toutes sortes de crimes, crimes de sang, crimes économiques et financiers, etc., quelle que soit la forfaiture commise, que ce président ne doit pas être jugé. Bénéficie donc d'immunité civile et pénale. Et dans la même constitution, on crée une juridiction qui va s'occuper du jugement des anciens chefs d'État. C'est paradoxal quand même. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre. Oh, j'ai perdu le truc là. Où ça y est? J'arrive pas à retrouver. J'essaie de rechercher maintenant en ligne.
J'essaie de rechercher cette même constitution en ligne. Tac, 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 si je l'ai. Voilà. Voilà. C'est l'article 160. Établit la compétence d'une cour spéciale pour juger le président en cas de haute trahison, crime ou délit lié à ses fonctions. Et pour juger le Premier ministre et les ministres en cas de crime ou délit similaire. 61. La haute trahison du président, violation du serment. Eh bien, violation du serment, violation grave des droits humains, apologie du terrorisme ou de la haine, atteinte à l'environnement, compromission des intérêts nationaux, notamment dans la gestion des ressources publiques. Terre à terre, voyons le CNRD. L'article 46 dit qu'aucun membre des organes de la transition ne doit se porter candidat. Depuis plusieurs mois, les autorités de la transition sont en train de faire des campagnes pour la candidature de Mamadi Doumbouya. S'il venait à déclarer qu'il va être candidat, c'est le parjure. Ça, c'est la haute trahison. Et donc, cette cour spéciale qui doit s'occuper de juger les anciens présidents, on dit d'un côté que les anciens présidents ne doivent pas être jugés, quel que soit le crime qu'ils ont commis, parce qu'on dit bénéficient d'immunité civile et pénale, et donc ils ne doivent pas être jugés pour n'importe quel crime. Eh bien, on crée dans la même constitution une juridiction pour les juger pour des faits de haute trahison, qui commence par le parjure, donc la violation du serment. Le CNRD est en train de respecter ses serments. Pour les faits de crimes et délits liés à des fonctions, on dit quels sont les faits de violations graves des droits humains. Les disparitions forcées, ce ne sont pas des violations graves des droits humains. Kidnapping et disparition de Foninké, de Biloba, de M. Sadou Nimaga, de Habib Marwan, de Djeliman Kouyaté, de Ousmane Nyoloyi, et de qui d'autres, d'autres militaires également, qui sont portés disparus. Ce ne sont pas des violations graves des droits humains. Le CNRD doit être jugé pour ça. Le CNRD est son président, c'est ça? C'est ce qui est dit ici dans la nouvelle constitution. Et on parle également compromission des intérêts nationaux dans la gestion des ressources publiques. Eh bien, le projet Simandou, aucune clarté autour du projet. Nul ne sait quels sont les tenants et aboutissants pour le peuple guinéen. Et toutes ces pratiques-là se passent. En fait, ceux qui sont en train de commettre le mal, ce sont eux qui se portent comme les garants des bonnes pratiques. Les auteurs, les fossoyeurs qui sont arrivés hier comme des sauveurs, des refondateurs, des réformateurs, qui sont devenus des fossoyeurs, des tueurs, des kidnappeurs, des destructeurs, des corrompus, des voleurs. D'accord? C'est la réalité, je n'invente pas. Et les preuves sont là. Parce que, on me disait aujourd'hui les acquisitions immobilières des cadres des autorités de la transition du côté de Dubaï et en Europe et dans d'autres pays. Il y en a assez. Ce qui m'amène à... Je vais me référer à une déclaration de Saïd Guinit, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, à un moment donné, quand il parlait des autorités issues des putsch, qui prétendent, c'est-à-dire, c'est quand Satan se met dans la peau de l'ange Gabriel en fait. C'est un peu comme ça, le CNRD, qui fait le mal, mais qui prétend se déguiser comme le sauveur de la nation, le sauveur de la République. C'est très dommage quand même ce qui se passe, ce à quoi on est en train d'assister. Toi tu m'insultes parce que tu es mal éduqué, donc je te bloque. Un certain Abdul Karim Keïta. Tu es mal éduqué, tu viens insulter ici. Voilà. Quand on est bien éduqué, on n'insulte pas les gens. C'est un débat. Si tu veux me contredire, tu peux demander, je te prends dans le live, sur n'importe quelle question liée à la gouvernance de la Guinée. Et j'ai lancé ce défi. Je veux avoir vraiment les défenseurs du CNRD dans un débat ouvert sur la gouvernance de notre État, sur la gestion de la transition, quel que soit le domaine d'activité. On parle de l'économie, on parle de société, on parle de politique, quel que soit.
Je suis prêt à les confronter, en tout cas, à les affronter dans un débat et à les confronter à des preuves tangibles. Au lieu d'insulter, il faut un débat d'idées. La jeunesse, quand même, réveillons-nous. Instaurons ce débat d'idées. La diversité d'opinions doit prévaloir. Mais insulter les pères, les mères ou les gens, c'est n'importe quoi. Ou personnaliser les débats. Ah, c'est un frustré. Mais ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de parler de sa famille. Il parle de la Guinée. Et on parle des autorités, vous avez des individus qui viennent comme si on parlait de leur famille. On parle de la Guinée, vous avez des individus qui agissent comme si on était en train de parler de leur famille biologique. Alors qu'on parle d'un patrimoine commun, d'un bien national, des autorités publiques. Mais voilà le degré de l'incrédulité ou en tout cas de malhonnêteté de certains jeunes Guinéens. C'est incompréhensible. On parle de la Guinée, ils en font ça des affaires personnelles. On parle des autorités publiques. Si demain ou après-demain, Babila se retrouve autorité en Guinée, qu'il le veuille ou pas, peut-être il va être critiqué. S'il ne fait pas bien, il va être critiqué. S'il fait bien, tant mieux. Maintenant qu'on critique les autorités publiques, et vous venez vous ériger en défenseur de ces gens-là, mais vous extrapolez ou en tout cas vous transportez le débat sur un terrain privé. Sur un terrain privé. Vous en faites des sujets personnels, des affaires personnelles, alors qu'on parle de notre nation. Nul n'est plus guinéen que l'autre. Et moi d'ailleurs, je suis capable de citer 7 de mes grands-pères, 7 de mes ascendants, de la lignée, la généalogie de ma famille, 7 de mes grands-pères, je suis capable de les citer. La plupart de ces jeunes agités-là ne connaissent même pas leur propre histoire, à plus forte raison l'histoire de la Guinée. Où allons-nous dans ça? Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. On va essayer de marquer la fin de ce live. Je voulais lire cette déclaration que j'arrive pas à retrouver. Je n'avais pas prévu ça, mais je tenais juste à faire lecture de ça pour je tenais à faire lecture de ça. Je vais essayer de retrouver ça. On va clore ce débat. Y a-t-il des... Oui, on parle de débats publics qui viennent insulter, s'attaquer à en faire des débats personnels. Donc, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de questions, ok. Voilà. S'il y a quelques questions, peut-être en attendant que je puisse retrouver ce dernier élément que je voudrais lire. Et la prochaine tribune que je vais publier, peut-être que je vais vous la présenter aussi. Moi, ce ne sont pas des questions personnelles. Quand on va sur un terrain social, j'ai plein d'amis, plein de frères qui sont dans cette transition, mais je ne suis pas prêt à m'aligner au mal. Le mal qui risque de compromettre dangereusement l'avenir de toute une nation, je ne suis pas prêt à m'associer à cela. Pour ne rien au monde et pour personne. Inch'Allah, quel que soit. Voilà, je ne suis pas prêt à m'associer à ça. Non. Non. Où je trouve ce truc-là, je vois pas. Je pense que je vais retrouver maintenant. Ça, ce livre-là, exactement. C'est ici. La déclaration de Saïd Guinit, je vais essayer de l'afficher. On va clore le débat. Il dit:
tous les leaders qui ont émergé des coups d'État, à qui j'ai eu affaire dans ma vie, veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir avant d'organiser les élections. Moi, j'ai posté ça le 11 avril 2022. Ils ont tous leurs arguments, mais je ne suis pas dupe. Vous faites un coup d'État et vous voulez créer vous-même les conditions pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État dans votre pays. C'est le serpent qui se mord la queue. Un non-sens politique. C'est-à-dire, vous êtes émergé par coup d'État et c'est vous qui êtes en train encore de dicter des conditions pour ne plus qu'il y ait de coup d'État. Qu'est-ce qui vous a envoyé au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez changé positivement dans la vie des Guinéens? On se pose des questions. Et donc, nous allons terminer sur la prochaine tribune plutôt que je vais publier, que j'ai fini de rédiger. C'est ma chronique à moi. La modification constitutionnelle a ouvert la voie à la transgression du processus de démocratisation sous couvert d'une transition baptisée de refondation, de rectification, de correction et de transformation. Malheureusement, cela est devenu une opération maquillée de légitimation fondée sur la négation systématique de toutes les réalisations aussi minimes de l'administration d'Alpha Condé, pourtant marquée par quelques avancées en matière de gouvernance et d'amélioration des conditions de vie des populations. Avant cette imposture de refondation, notre pays bénéficiait d'une représentation digne dans le concert des nations. La question de l'électrification de Conakry et de plusieurs villes de l'intérieur n'était plus une obsession, mais une action en exécution. Depuis bientôt 4 ans, c'est la désillusion qui s'installe au sein des populations. Nous dénonçons une parodie de gestion, une inflation de la corruption, la dilapidation des fonds publics et l'instrumentalisation de l'institution judiciaire pour servir une ambition. Plutôt que la rectification, ils ont opté pour l'inaction, la diversion et la manipulation de l'opinion. La gouvernance se résume désormais à la répression, à la provocation, à la propagande de glorification. Chaque jour qui passe sous cette transition est un pas de plus vers la régression. Répression violente, arrestation arbitraire, destruction ciblée et délation érigée en méthode d'intimidation. La séduction par la manipulation est devenue leur principale orientation. Ils investissent plus dans la communication que dans l'action. Ils diabolisent les anciens, marginalisent les partisans de l'excellence et bannissent la méritocratie comme une malédiction. Ces seigneurs autoproclamés de la transition du CNRD, par leur arrogance et leur prétention, sèment la frustration, division et désolation. Et malgré le chaos, ils persistent dans la négation de toutes les contestations. Ils foulent aux pieds leurs propres chartes, bafouent les lois, musellent les voix dissonantes, restreignent les libertés sans justification. Face à cette dérive autoritaire, la population reprend ses droits ou reprendra ses droits avec détermination, car nul n'est tenu de se plier à une interdiction sans légalisation. Désormais, plus question de soumission à cette domination guidée par la cupidité et la confiscation. Les violations répétées, les humiliations publiques, les abus en série provoquent l'exaspération. Quant à leur avant-projet ou quant à leur projet de constitution, il est déjà en décomposition. Il n'apporte aucune réponse à la question cruciale de la transition, ni la moindre garantie d'une alternance par élection. Le peuple, qui est longtemps resté en observation, s'impatiente face à cette procrastination. Il sera au moment venu de l'action imposer sa tenue, la tenue d'élection, seule voie de salut à cette usurpation. Car sans retour à la légitimation par la participation à la représentativité, la Guinée s'enfoncera dans l'indignation, la désorientation et la désintégration, vers un lendemain incertain.
Voilà la situation. Et à nos frères, gendarmes ou militaires, tous ceux qui sont en train de servir la machine de la répression, dans les statuts de la discipline militaire, on dit devoir et responsabilité du subordonné. Dans cet article-là, il est dit l'obéissance aux ordres est le premier devoir du subordonné. Tout chef détient de la loi l'autorité dont il est investi. L'obéissance due à tout chef investi d'une autorité par ses subordonnés n'est autre qu'un acte de soumission à la loi, expression de la volonté nationale. Mais si le subordonné doit obéissance à ses chefs, il faut aussi qu'il y ait en eux une confiance absolue. Il n'hésite donc pas à leur demander conseil, même pour des questions d'ordre privé. Toutefois, celui qui exécute un ordre prescrivant d'accomplir un acte dont l'illégalité est flagrante, acte portant notamment atteinte à la vie, à l'intégrité, à la liberté des personnes ou au droit de propriété, engage pleinement sa responsabilité disciplinaire et pénale. C'est-à-dire, tout militaire, tout policier, tout gendarme qui va obéir à des ordres illégaux, à des instructions illégales de leur hiérarchie ou de leur supérieur hiérarchique, ces agents-là qui obéissent dans l'illégalité ou en violation flagrante des lois, qui obéissent aux instructions illégales, qui portent atteinte à la vie des citoyens, à l'intégrité des personnes, à la liberté des personnes et au droit de propriété, que l'exécution de ces instructions illégales ou de ces ordres illégaux engage pleinement la responsabilité disciplinaire et pénale des personnes en question. Vous êtes en train de vous lever pour aller kidnapper les pères des gens, les pères de famille. Vous les brutalisez, vous les violentez, vous les kidnappez. Ça, c'est le règlement, comment dirais-je, de la discipline militaire. L'article 10. L'article 10. On dit cette dernière s'apprécie selon les règles du droit pénal. Spécialement les causes d'irresponsabilité telles la contrainte peuvent exonérer le subordonné de toute responsabilité. Mais il est dit ici, tout militaire est tenu de se conformer et d'obtempérer aux injonctions d'un militaire de grade inférieur si ce dernier est en service et agit en vertu d'ordre et de consignes légales qu'il est chargé de faire appliquer. Donc, les orientations ou les injonctions qu'on vous donne, les instructions qu'on vous donne, allez kidnapper telle personne, allez tuer telle personne, allez violenter telle personne, au moment venu, votre culpabilité individuelle, votre responsabilité individuelle va être établie devant la loi. Vous ne verrez pas vos supérieurs là, devant vous pour vous défendre, ou pour se substituer à vous, à dire que ce sont eux, vos responsables là, hiérarchiques, qui vous ont donné l'ordre. Faisons du bien. La Guinée a besoin de ça. On a besoin que notre pays se développe. On se quitte là aujourd'hui, dans l'espoir de se retrouver très prochainement avec d'autres dossiers. Nous allons revenir, les enquêtes, notre série d'enquêtes sur le scandale des tonnes d'or de la BCRG, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Rien n'est fait encore. Tout ce qui a été fait, c'est rien encore. Il y a beaucoup de dossiers. Vous allez être déçus de cette gouvernance-là. Vous allez être surpris du niveau d'incrédulité, du niveau de malhonnêteté, de cupidité des gouvernants du moment dans les ressources publiques. Il y a énormément de choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Mais dites-vous que Dieu ne viendra pas du ciel pour changer la situation de la Guinée. Il nous revient à nous-mêmes, Guinéens, de prendre nos responsabilités pour dire non à la forfaiture. Il faut s'assumer pour le respect des droits, pour le respect des lois, pour faire respecter la justice dans notre pays. Pour la vérité, pour l'honnêteté, pour notre dignité collective, nous en avons besoin. Pour mériter les sacrifices
de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos dévanciers. Eux, ils ont joué leur part de responsabilité. Il nous revient à nous d'en faire autant pour les futures générations. Où que vous soyez à travers le monde, merci à toutes et à tous et à la prochaine, Inch'Allah.